Retour donc sur ce plateau, nous sommes dans l'avant-dernière partie de votre émission Regard croisé. Nous évoquons toujours la situation au Niger où des milliers de personnes favorables au coup d'État ont manifesté samedi et dimanche à proximité de la base militaire à Niamey. C'était à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné par l'armée, les militaires au pouvoir à l'ambassadeur de France pour quitter leur pays. Et ce qui n'a pas été le cas, l'ambassadeur Sylvain Ité n'a pas pris ses bagages, il n'est pas rentré à Paris. Et actuellement, le Niger et la France sont dans une tension palpable où on se demande quand est-ce que cela va finir ou est-ce que cela va s'intensifier davantage. Vous savez, moi, je ne pense pas que ça va s'intensifier parce que là, on l'a dit, ces militaires-là, vous savez, en 1960, après les indépendances, il y a eu des coups d'État qu'avait orchestré d'ailleurs la puissance métropole pour pouvoir imposer ces valets à la tête de nos pays. Mais aujourd'hui, les coups d'État qui sont faits, c'est fait intelligemment par des gens qui aspirent à quelque chose, par des gens qui veulent réellement remettre leur pays sur les rails de l'avancement, les rails réels, hein, sur lesquels les précurseurs de l'indépendance avaient voulu bâtir nos pays. Vous voyez, les militaires aujourd'hui, ce n'était pas comme des militaires qui avaient fait la Première Guerre mondiale ou bien la Deuxième Guerre mondiale avec les pays occidentaux et qui sont rentrés au pays pour faire un coup d'État. Non, ce sont des gens qui ont été à l'école, qui sont instruits et qui savent réellement ce que regorge leur pays et où ils vont. Donc réellement aujourd'hui, je ne pense pas que les autorités nigériennes, ils savent lire entre les lignes. Ils savent très bien les intentions de la France. La France aujourd'hui n'a plus autre option que d'essayer par tous les moyens de se maintenir. Parce que Louis venait de le dire dans l'autre intervention que bon, quand on chassait les militaires français du Mali, c'est le Niger avec son Bazoum qui les avait recueillis. Quand on chassait les militaires du Burkina, c'est le Niger avec Bazoum également qui les avait accueillis. Aujourd'hui, si on les chasse du Niger aussi, ils iront où? C'est ça le problème. Oh, ils ont leurs intérêts là-bas. La France, on le dit toujours, bon, qu'ils achètent, peu importe, ils achètent l'uranium de d'autres pays aussi, mais quand vous achetez l'uranium au Niger à un prix forfaitaire de 3 000 et quelques, et puis vous achetez le même uranium à 131 000 et quelques dans un autre pays, vous voyez un peu la différence. Donc la France aujourd'hui perd énormément en voulant quitter ou bien en quittant le Niger. C'est pourquoi ils essaient de s'accrocher. Mais un étranger ne peut pas venir imposer ses lois aux autochtones, à ceux-là qui appartiennent au pays. C'est comme si, bon, moi je vais en France et puis bon, j'essaie d'imposer ce que moi je veux à la France. Ce n'est pas possible. Je serai chassé du jour au lendemain. Peu importe la force que j'ai, je ne pourrai jamais résister face à la force française. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. La France, elle essaie de s'accrocher au Niger, mais peu importe la situation, peu importe le temps que ça va prendre, elle va partir. Et vous demandez aujourd'hui à la population d'intensifier davantage les manifestations? Oui, il faut intensifier les manifestations parce que vous savez, il y a certains médias à chaque moment qui disent non, la population n'est pas en phase avec les militaires et autres. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Pratiquement, personne ne peut nous dire le contraire. Les populations sont en phase, sont en symbiose avec les militaires et c'est les populations là même qui réclament le départ de la France. Oui. La population, lors de leur manifestation, avait déjà commencé par réclamer le départ même de la base militaire française et même de l'ambassade de la France avant l'ultimatum donné par les nouvelles autorités au pouvoir. Donc, les nouvelles autorités ne font que suivre ce que la population veut. Maintenant, la population est en train d'intensifier ses actions. La population n'a pas d'armes, ils n'ont pas autre moyen de recours que de manifester. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je suis sûr que s'ils intensifient cette manifestation-là, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ben, Sylvain Ité, il va partir. Qu'il le veuille ou pas, il n'aura d'autre choix pour sauver la face que de partir. Et je pense que bon, Emmanuel Macron, malgré son égoïsme et autres, il va quand même essayer de rappeler son ambassadeur à la raison. Et puis bon, je pense que la situation va se calmer si les autorités décident après de renouer de nouvelles relations avec la France. Ils peuvent leur faire appel. Mais pour le moment, on leur demande de partir et ils doivent partir.
Alors, Abdourahmane Tiani, qui est à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, a donné cet ultimatum de 48 heures qui n'a pas aujourd'hui été respecté. Est-ce que vous ne pensez pas, lui, qu'il y a eu une partie où le général a échoué et s'en voudra aujourd'hui de ne pas avoir fait respecter son autorité? Non, il n'y a pas encore d'échec de la part du gouvernement de Tiani. C'est-à-dire que, comme je le dis, c'est la France qui joue, qui est dans un mauvais rôle. Et avec cet allu, elle continue à pas le payer. Vous savez pourquoi la France ne peut pas quitter? Parce que quand vous prenez par exemple une société comme Areva, qui est un grand géant, société française en énergie qui est implantée au Niger, parce que quelqu'un parlait tout à l'heure de l'exploitation ou bien de l'importation de l'exploitation de l'uranium. Vous allez vous rendre compte que la population française dépend en grande partie de l'énergie nucléaire et donc du Niger. 18 centrales y sont justement implantées. Donc c'est un grand intérêt pour la France. Quitter le territoire nigérien comme ça serait justement non seulement un aveu d'impuissance, mais serait peut-être suicidaire pour la France. Donc à côté, on a parlé des bases militaires françaises qui sont installées ici et là au Niger, parce que ce sont les bases militaires, les toutes dernières bases militaires. Même, vous allez vous rendre compte que la plus grande base militaire des Nations Unies en Afrique est implanté au Niger. Donc le Niger, en fait, c'est un pays stratégique pour les puissances ou bien pour l'Occident de vouloir contrôler l'Afrique. Donc aujourd'hui, Tiani et ses éléments le savent. Quelqu'un l'a dit que ce sont des élites, hein, c'est des gens qui ne savent pas seulement manier là, mais c'est des gens qui ont été à l'école et qui savent aujourd'hui comment gérer la chose publique. Et donc, ils ont été à l'école de la gouvernance. Des relations internationales. Voilà, et voilà, donc, et ils ont, Tiani en question a été le chef corps hein, pendant 10 ans. Donc, il sait à peu près comment ça se gère. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que c'est la souveraineté nationale qu'ils veulent aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils demandent en fait à l'ambassadeur de partir. Et si la France ne parle pas, je pense qu'elle finira par payer les pots cassés. Parce que rien, c'est-à-dire que légalement, juridiquement, la France n'a aucun droit de vouloir tenir tête aux autorités nigérianes. Parce que l'argumentation ou bien l'argument qu'elle évoque ne tient même pas la route. Parce qu'elle dit que le cahier de doléances a été remis au président Mohamed Bazoum et que lui, il considère toujours comme le président, il considère Bazoum toujours comme président. Donc c'est là où je vois que la France est en train de foutre la gueule hein, aux autorités nigérianes qui finiront par réagir au moment opportun. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, parce que la France sait que en refusant en fait de retirer son ambassade, ça va provoquer l'irrire des autorités nigériennes qui vont justement attaquer son ambassade. Et du coup, elle trouvera des raisons, trouvera des préjugés justement pour faire appel à sa base militaire. Ouais, pour faire appel à sa base militaire et intervenir militairement au Niger. Mais je crois que les autorités nigériennes l'ont compris comme tel. Et jusque-là, ils sont dans une logique pacifique. Les manifestations se déroulent jusque-là sans heurts ni affrontements. Et tout ce qui est dit, ce sont des messages qui sont véhiculés à l'endroit de qui que ce soit. Et donc, ils vont continuer. Maintenant, moi, ce que je déplore dans tout ça, c'est la vie de Mohamed Bazoum. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on veut faire, c'est de le libérer et de le rétablir dans ses fonctions présidentielles. Et je me demande, je ne sais pas où est-ce que les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir vont rester avant qu'on vienne encore sauver la vie de Bazoum. Aujourd'hui, on peut dire que Bazoum est pris en otage et que si les premiers coups de canon vont commencer par se font sentir venant de qui que ce soit, eux, ils vont en premier le tuer, le président Mohamed Bazoum. C'est pour ça que je dis que... Vous parlez de là d'une intervention de la CEDEAO? Oui, l'intervention de la CEDEAO qui est soutenue, qui est motivée par la France.
Non, mais c'est toujours d'actualité parce que on a vu dernièrement le président Tinubu qui a dit que c'est toujours d'actualité. On a vu le président Alassane Ouattara qui est tout friand pour cela, qui a même, déballé ou bien qui a même levé un petit coin de voile sur son appui constitutionnel, sur son appui logistique et technique. Ouais. Donc, et à côté, on a le président béninois qui aussi est prêt à soutenir le projet de Bola Tinubu. Donc, ça veut dire que cette option militaire, cette option d'intervention militaire est toujours d'actualité. Et donc, c'est pour ça, je dis que les autorités nigériennes doivent être aux aguets et ne doivent pas se laisser, ils ne doivent pas tomber dans le piège, en fait, de qui que ce soit. Donc, pour le moment, comme je l'ai dit, Dieu merci, les manifestations se déroulent pacifiquement. Donc là, on assiste pour l'instant à une guerre stratégique. Voilà, et cette guerre stratégique-là peut même aller au bout. Aujourd'hui, ce qui est proposé peut-être aux autorités nigériennes, c'est peut-être de couper de l'eau et de l'électricité à l'ambassade. S'il n'a plus les besoins, s'il n'a plus en fait les ressources de première nécessité pour vivre, je ne vois pas ce qui va encore l'amener, à résider, à toujours vivre sur le sol nigérien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les informations nous indiquent qui serait circuler justement parce que les informations indiquent qu'il serait peut-être, il résiderait peut-être dans un camp militaire français là-bas au Niger. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une violation de l'intégrité territoriale. C'est comme un citoyen africain qui débarque en France sans visa, par exemple. Quand vous l'avez ça, vous n'avez pas la liberté de circuler. Normalement, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que tout cela, c'est une violation des droits du peuple nigérien face à laquelle la communauté internationale est inactive et est restée muette. Alors, il y a beaucoup qui disent que si la France garde toujours son ambassadeur et sa base militaire, c'est pour soutenir la CEDEAO en cas d'intervention militaire. Et donc, vous pensez que cette intervention militaire est encore d'actualité ou c'est du bluff tout simplement ? Bon, moi, je l'ai déjà dit. Parce que depuis, on a écouté des discours et des réunions sur des réunions au niveau de la CEDEAO. Mais jusque-là, bon, on n'a pas eu encore d'action. Bon, la CEDEAO, même depuis fort longtemps, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas intervenir. Vous savez, depuis le début de cette histoire, la France a déjà fait évacuer ses ressortissants du Niger. Vous avez déjà vu un pays africain ou bien un pays de l'Afrique occidentale faire évacuer ses ressortissants? Il n'y en a pas. Donc, je ne suis pas sûr que ces pays-là iront faire la guerre à leurs propres ressortissants sur le sol nigérien. Donc, sincèrement, je pense qu'ils ont parlé trop tôt. Ils n'ont pas pris toutes les options possibles, ce qui fait que, bon, aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Je ne sais plus à quel sens vous voyez. Vous voyez, on ne les entend même plus parler. C'est seulement Ouattara et son sbire Macky Sall qui sont trop friands de cette histoire-là. Sauf que, bon, Ouattara, lui, on sait comment il est venu au pouvoir et on sait comment ceux-là qui l'ont amené au pouvoir ont disparu. On pense notamment à Ibé qui est parti, Ouattara qui est parti, l'autre là, Ahmed Bakayoko qui est parti aussi. Donc, on sait comment lui il est venu au pouvoir. Donc, aujourd'hui, il a peur, il a juste peur pour lui-même. Il ne veut pas défendre Bazoum parce qu'il a juste peur pour lui-même. Et je le dis toujours, Bazoum même n'aime pas trop le Niger. S'il aimait véritablement le Niger, il allait véritablement démissionner depuis fort longtemps parce que déjà, c'est pipé. Le coup d'État est consommé, il n'y a plus rien à faire. Cette intervention fictive de la CEDEAO n'aura jamais lieu. On sait très bien que lors de la dernière réunion de la CEDEAO qui s'est déroulée à Abuja, il y avait une forte délégation des pays occidentaux, notamment la France qui était présente. Donc, ce sont ceux-là qui intimaient l'ordre à la CEDEAO d'intervenir militairement. Sauf que, mais au sein même de la CEDEAO, il y a d'autres chefs d'État qui ont pris d'autres options. Ils savent très bien que bon, cela ne va pas avantager la sous-région. Si le Niger est attaqué aujourd'hui, celui-là qui sera le premier victime à savoir le pays, ce sera le Nigeria parce qu'ils sont côte à côte. Ce sera ensuite le Bénin, Nati Tengou et autres. Il n'y a pas de force armée béninoise là-bas. Ce sont pratiquement les Nigériens qui contrôlent de l'autre côté. Donc, le Niger aujourd'hui dit aussi que bon, le premier pays qui voudra attaquer ses bases et tout,
ben, ce pays-là serait attaqué en retour. Donc, vous vous imaginez un peu ce qui peut se passer entre les 15 pays hein, de la sous-région. Et ensuite, ces mêmes pays-là se retrouvent au sein du Conseil de l'Entente. Donc, normalement, la discussion doit aller pour que, bon, on arrive à trouver un couloir qui pourrait faire grandir tout le monde. La CEDEAO ne veut pas se faire harakiri parce que, bon, dire tambour battant qu'on va intervenir militairement alors que bon, tu n'en as pas la force, tu n'en as même pas les moyens. Et puis aujourd'hui, tu vas dire non, on ne va plus intervenir. Je pense que ça fait un peu honte. Mais là, il faut trouver un canevas qui va leur permettre hein, de se sortir grandi. Et ça va commencer par la discussion. Après, c'est pas paraître faible de reconnaître une erreur. Mais tel qu'ils l'ont fait depuis le début, selon leurs déclarations, les réunions sur réunions, les chefs d'état-major qui menaçaient hein, les militaires nigériens et tout. Mais depuis que les Burkinabés et Maliens ont fait débarquer leurs missiles et autres, leurs avions sur le terrain, ben, plus personne ne parle. Personne ne dit plus absolument rien. Ce sont des bruits de couloir seulement. Bon, on va intervenir, mais on n'a jamais dit que bon, l'option première était l'intervention militaire, mais plutôt hein, on va essayer de négocier. Et si la voie de la négociation n'aboutit pas, on va intervenir militairement. Mais vous allez intervenir militairement comment? Après, il y a aussi la date qui a été retenue au niveau interne. Cette date-là qui n'a jamais été dévoilée, ça veut dire que ces gens-là, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas intervenir. Sauf que bon, ils voulaient juste intimider un peu les militaires. Mais sauf que les militaires, tu ne peux pas les intimider. Non, ce sont des gens-là qui ils connaissent très bien cela. C'est ce qu'ils mangent tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas les intimider, d'autant plus qu'ils détiennent en otage Mohamed Bazoum. Et moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que lors de la visite de l'ancien chef d'État nigérien au Niger, il a pu rencontrer Bazoum. Bazoum que beaucoup de médias occidentaux, beaucoup de médias français disaient que bon, il est souffrant, on ne prend pas soin de lui, il n'arrive pas à bien se nourrir. On l'a vu tout souriant, taper dans les mains de l'ancien président nigérien et autres. Oui. Ben, sincèrement, j'étais tombé des nues. À un certain moment, il va falloir qu'on sache raison garder. Et puis, dans la sous-région, on est interdépendant. Si aujourd'hui, on coupe la coopération, on a coupé la coopération au Niger, ça rejaillit sur nous. Aller au marché aujourd'hui, vous voyez combien coûte le tomate et puis les oignons, l'ail et autres là. C'est de là que vient cela. Et les camions qui sont partis ici, qui sont bloqués aux frontières nigériennes, ben, qui perd? C'est nous aussi. Effectivement. On va observer la pause, hein, la dernière, et revenir dans la dernière partie pour parler du Mali.